Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief des Mastart du côté de Ruhpolding. C'était les dernières courses en Allemagne cette année du côté de la Coupe du Monde avant de retrouver l'Italie. Et on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé sur ces deux épreuves avec un vainqueur un petit peu surprise quand même du côté des garçons et une domination quand même, une épreuve parfaite du côté des filles, du côté d'une fille en particulier dont on mettra vraiment en avant aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent, notamment des vidéos cyclisme, en ce moment les présentations, le Vendée Globe qui continue, le biathlon, enfin voilà, il y a pas mal de choses en ce moment sur la chaîne. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et puis vous pouvez également me soutenir en cliquant rapidement sur toutes les notifications et les miniatures, parce que comme ça permet de mettre en avant les vidéos par la plateforme YouTube. On commence tout de suite avec la Mastart chez les garçons. Alors c'était une Mastart particulière au lendemain de l'annonce de la retraite de Johannes Bö, qui a surpris quand même pas mal de monde. C'est vrai quand on voit, même dans le staff quand même de l'équipe de Norvège, sauf Tarjei qui est en fait au courant depuis Noël, hein. Mais en gros tous les autres ont été surpris parce qu'il a vraiment annoncé ça samedi, et encore une fois je pense que ça a vraiment joué sur sa performance ses performances de Ruhpolding où bah dans la tête ça devait être dur, ça devait cogiter quoi, vraiment dans la tête de se dire faut que je l'annonce mais je sais pas comment l'annoncer, et je pense que ça a vraiment cogité. Mais voilà, c'était le jour 1 après l'annonce, et il fallait vraiment se remettre, on va dire, la tête à l'endroit. Et bah, ça a été une course de haut niveau, parce que quand tu regardes, à part Quentin Fillon-Maillet dans le top 10, tous les autres, c'est 20, 19 ou 18. Et il y a quand même beaucoup de 19 aujourd'hui. Ça a été pareil chez les filles. Alors on sait que Ruhpolding, c'est un pas de tir qui est plutôt facile, que la piste n'est pas non plus la plus difficile, mais on a souvent tendance à tirer très vite à Ruhpolding, et ce qui fait que parfois on s'emballe un petit peu. Quand les pas de tir sont faciles, c'est pas toujours évident de faire un tir à 20 sur 20, parce qu'on a tendance à vouloir aller plus vite que la musique et à faire pas mal d'erreurs. Et là aujourd'hui, que ça soit du côté des garçons ou du côté des filles, il y a eu quand même pas mal de beaux scores du côté des différents concurrents, donc il fallait pas se rater sur le pas de tir. On l'a vu pour Justine et pour Julia, ça s'est pas très bien passé. Mais on le voit aussi pour Florent Claude, pour Fabien Claude plutôt, qui a fait aussi un 15 sur 20 aujourd'hui. Et forcément, ça vous reléguait très loin, parce que même avec un 18, il y a des concurrents qui ont fini au-delà de la 20e place avec un 18 sur 20 ou un 17. Je pense notamment à Antonin Guigona. Allez, on regarde tout de suite le classement. Le classement avec donc cette victoire de Tommaso Giacomel, et ça c'est la grosse surprise du jour quand même, Tommaso Giacomel, parce que depuis le début de saison le tir c'était pas ça, mais même sur les skis il y avait eu des courses très moyennes. Alors il y avait des courses où il avait fini entre 7 et 10 en temps de ski, mais souvent le tir n'était pas là. Et au niveau du tir, bah oui, c'était quand même très difficile depuis le début de saison, et j'en avais parlé déjà à plusieurs reprises, que pour moi c'était la déception, l'une des déceptions cette année de Giacomel, parce que j'avais dit, il était au même niveau qu'Éric Perrault l'an dernier, il y a eu un vrai combat pour ce maillot bleu, et on voit qu'Éric Perrault avait fait des bons résultats, et Giacomel ça ne voulait pas depuis le début d'année. Alors il y avait aussi un contexte qui n'était pas évident au niveau du contexte. C'est Lisa Vitozzi qui n'est pas là du côté des filles. Vous avez également Dorothée Avireur qui n'était pas au top de sa forme. Et puis dans le même temps, eh bien, Didier Bionas, par exemple, qui était pas bon sur les tirs. Et là, pour moi, Giacomel, il gagne, mais pile au bon moment. Pile au bon moment, pourquoi ? Il gagne après 2 contre-performances monumentales sur les relais. Alors, les précédents relais n'avaient pas été exceptionnels, mais c'est vrai que vendredi et samedi, à un an et peut-être une dizaine de jours des Jeux Olympiques, ça a quand même été la débandade totale sur les 2 relais.
Il gagne donc à 1 an et je dirais, oui, une dizaine, vingtaine de jours des Jeux Olympiques. Donc on est maintenant dans un moment où c'est vrai que c'est important de faire des résultats pour se montrer et pour dire hé Coco, je suis là, notamment. Il gagne aussi juste avant Antols. Parce que la situation à Antols, avec une équipe d'Italie qui n'avait pas de résultats depuis le début d'année, ça aurait peut-être été compliqué à gérer pour les concurrents italiens. Il gagne vraiment au meilleur moment. Et puis la course, à la fois le temps de ski, il est 9e temps de ski, à la fois le tir aujourd'hui, il fait le plein. Et on a l'impression du côté de Jacomel que l'objectif du jour, c'était pas forcément la victoire, le podium. L'objectif du jour, c'était de faire une belle course. C'était ça l'objectif, j'ai l'impression. L'objectif, c'était enfin de réussir au niveau du tir. Il a 71% sur le tir debout. C'est pourrave, quoi, comme score, hein, 71. Je crois qu'il a 77 au total et 71 sur le tir debout. Ce qui est une catastrophe du côté de Jacomel. Surtout pour un mec qui n'est pas dans sa première année en Coupe du Monde, qui l'année dernière avait réussi à être plutôt régulier aux avant-postes en deuxième partie de saison. Donc c'est vrai que c'était assez incompréhensible. Et je pense qu'il a eu du mal à supporter la pression, parce que c'est vrai que cette équipe d'Italie, Lucas Hofer est vieillissant, et ensuite ce sont plutôt des jeunes, qui s'est retrouvé dans une situation à être l'homme qu'on attendait au niveau des résultats, parce que Vitozzi n'était pas là. Et qu'en gros, du côté d'Italie, Vitozzi a tiré un petit peu l'attention sur elle, avec Dorothée Avireur. Et c'est vrai que là, Vitozzi pas là, Jacomel s'est retrouvé à avoir beaucoup plus de pression sur les épaules, je pense, que l'an dernier. Et puis, du côté de Jacomel, oui, le fait d'avoir un nouveau statut. C'est-à-dire que l'an dernier, c'était la révélation. Cette année, il fallait confirmer. Et qu'il avait du mal à confirmer. Et je pense que ça devait l'énerver. Le contenu des courses n'était pas bon. Et puis là, je pense l'objectif ce matin, c'était juste de faire une bonne course. C'est-à-dire de ne pas vendanger sur le pas de tir et ensuite de voir ce qu'on pouvait jouer, mais surtout d'être solide sur le pas de tir. Je pense que c'était ça la consigne. Et il s'attendait. En fait, c'était marrant quand tu vois l'émotion qu'il a à l'arrivée, parce que je pense qu'il s'y attendait pas du tout, parce qu'il avait plus de confiance. Moi, à l'arrivée, je vois un mec qui. Il y a une sorte de soulagement de se dire je sais encore faire du biathlon. J'ai eu cette impression-là, c'est qu'à l'arrivée, quand tu le vois parler en interview, quand tu le vois célébrer à l'arrivée, alors je sais bien qu'il est italien et que. Bon, c'est vrai qu'il y a certains. En Italie, on n'a parfois pas vraiment le triomphe modeste, mais quand même. La manière dont il a célébré à l'arrivée, c'est pas une célébration tout en folie qu'on a chez certains autres concurrents dans d'autres sports. Non, c'est un soulagement. Moi, j'ai eu l'impression vraiment d'un soulagement du mec qui se dit putain, je sais encore faire du biathlon, je suis encore en capacité de faire ça et je suis même en capacité de gagner des courses. Ce qu'il avait, je pense, autant l'année dernière, c'était l'objectif de la fin de saison de se dire je vais aller chercher des victoires, c'était peut-être l'objectif en tout début d'année à Contiolati, mais il avait tellement souffert sur le pas de tir que cet objectif-là de victoire, il se l'était complètement enlevé de la tête. Voilà, il l'avait complètement supprimé. L'objectif, c'était déjà de faire des top 10. Et là, le fait de passer d'un coureur qui a du mal à rentrer dans les top 10 à un coureur qui n'a pas fait de cérémonie des fleurs depuis le début de saison à un mec qui gagne, et avec la manière aujourd'hui, parce qu'il bat quand même, il bat les deux, enfin il bat quand tu regardes les trois qu'il y a derrière lui, et il bat pas des manches quand même, hein. C'est pas une course où, encore une fois, il y a eu d'énormes rebondissements. Derrière, c'est la grid, Beu, Samuelson. Qui sont quand même... voilà, c'est pas des branquignoles, vraiment. Ouais, c'est fort, c'est fort. Il résiste bien dans le dernier tour. Tu sens que c'est un peu plus compliqué, mais il résiste bien. Et vraiment, ouais, soulagement à l'arrivée. Parce que le 20 sur 20, il fallait le faire aujourd'hui et il a réussi à le faire. Deuxième, Sturla. Il a fait du Stur. Alors, presque décevant, c'est qu'il y a une erreur sur le tir couché, mais 19 sur 20. Sturla, c'est assurance tout risque au niveau du tir. C'est vrai que ça fait quand même depuis très longtemps, Sturla, qu'il n'a pas vendangé sur un tir, mais vraiment vendangé sévère. Depuis le début de saison, il a une fiabilité au tir comme Lou Jean Monod, qui est vraiment bien.
C'est même marrant de voir Sturla devant Johannes, parce qu'il y a une sorte de passation de pouvoir, parce qu'on sait que Sturla va devoir emmener cette équipe de Norvège l'année prochaine aux Jeux Olympiques, et va devoir prendre ce statut de star, ce statut de leader d'équipe de Norvège, qui n'est jamais évident, parce qu'encore une fois, le biathlon en Norvège, ça fait partie des sports importants, que la presse norvégienne, notamment à la télévision, peut être très sévère, très très sévère avec ses biathlètes. Vraiment, ils peuvent se prendre des voilées de boss. Voilà ce que je dis, par exemple, sur Justine Brezaz. En Norvège, ça s'appelle petit joueur. Hein. Mais vraiment, c'est bien plus sévère et bien plus critique au niveau des performances que ce qu'on peut avoir, par exemple, en France. Même dans beaucoup de sports, où il n'y a pas, où c'est vraiment une critique acerbe dans la presse, ce qu'on peut avoir en Allemagne ou en Espagne du côté du foot. C'est vrai qu'il va falloir réussir à résister à cette pression-là médiatique. Résister aussi à cette pression de se dire, certes il est leader, mais un leader qui n'aura pas encore de gros globes sur les épaules, donc qui sera pas forcément un leader incontestable en interne. Et avec des mecs qui voudront le bouffer. Et avec une génération qui arrive, notamment avec Martin Oudal qui est absent cette semaine pour cause de maladie, mais avec une jeune génération où il y a des mecs en IBU Cup, ils attendent, ils ont les dents longues. Hein. Donc ça va être intéressant de voir comment ce tour-là va résister à tout ça, parce que on peut le dire, il y a des Svensson par exemple, qui est un concurrent hyper talentueux, n'a jamais réussi à prendre le flambeau de Ole Einar Bjørndalen. Ce qui normalement aurait dû être la logique. C'est-à-dire quand Svensson arrive, Bjørndalen était un petit peu quand même sur la pente descendante, même s'il continue à avoir des résultats en cours d'année, il était quand même sur la pente descendante. Et il n'a jamais réussi à reprendre ce flambeau parce que pas suffisamment, je pense, solide au niveau des épaules. Et Sturla, il va devoir résister à cette pression, mais qui va être intense. Et c'est vrai que ça va pas être évident. Mais bon, il va falloir réussir à le gérer. Mais ça a été compliqué également, je pense, pour certains, du côté de l'équipe de France. Émilien Jacquelin, par exemple, ce statut de leader, il a mis un petit peu de temps à l'accepter quand même. Donc Sturla, il va avoir ce rôle-là, il pourra plus se cacher derrière les frères Beu. Et il va falloir qu'il maintenant prenne son envol, on va dire, derrière Johannes et Tari. Et puis ce qui est intéressant, c'est que l'écart est toujours aussi serré entre les deux au niveau de la... Enfin, c'est resserré un petit peu du côté de la Coupe du Monde. On parlera du général de la Coupe du Monde en fin de vidéo. Johannes Beu, elle n'était pas simple cette course. Pas simple parce que d'un côté, oui, il l'a annoncé, donc il y a un soulagement, mais c'est vrai il y a eu beaucoup d'émotions. Je pense que ce matin, en arrivant sur le site de compétition, alors même s'il voulait rester dans sa bulle, je pense que il y a beaucoup de monde qui lui a parlé de ça quand même. Compliqué de rester dans sa bulle dans ce genre de situation. Qu'il a dû voir les messages sur les réseaux sociaux et dans la presse, notamment les messages de ses adversaires, des coachs des équipes adverses. C'est vrai que c'est là où on voit aussi que Johannes Beu on reviendra sur la retraite, juste 10 secondes. Aussi l'hommage qu'a rendu Martin Fourcade, qui a dit comme moi il courait pas après le record, et là il courait aussi vers le fait d'être bien avec sa famille, qui lui a rendu un bel hommage Martin Fourcade. Mais ce qui est marrant ce qui est intéressant de voir ce qu'est devenu Johannes Beu, c'est que Johannes Beu, on aurait pu le résumer à son duel avec Martin Fourcade. À une époque, on l'aurait résumé à ce duel avec Martin Fourcade. Sauf que Johannes Beu, quand tu regardes hier tous les hommages qui ont été faits, on parle très peu de Martin Fourcade, même en France, parce que Johannes Beu a réussi à se séparer de cette étiquette de seulement adversaire de Martin Fourcade. Et ce qui est bien aussi avec Johannes Beu, mais je dirais que c'est quand même le cas quand même dans ce sport, c'est un sport où le fair play est quand même très présent. Et c'est vrai que Johannes Beu, j'en ai pas parlé hier, mais c'est vrai que c'est quand même un mec qui a toujours eu un petit mot sur les concurrents français,
notamment, mais je pense même pour les concurrents des autres nations, qui a toujours eu beaucoup de respect. Et surtout, il y a des mecs, quand ils vont chercher la gagne, leur objectif c'est la gagne avant tout, et ce sont pas les mecs les plus sympathiques au monde. On en connaît dans plusieurs sports. Johannes Beu, il a toujours essayé de gagner, mais en restant sympathique. Moi, j'ai jamais vu, même dans des mauvaises courses de Johannes Beu. Je pense même à la période l'an dernier où mois de décembre est pas top de Johannes Beu. Je l'ai jamais vu vraiment le visage complètement fermé. Voilà, où il répond 2 mots à la presse. Voilà, par exemple. Ce que d'autres, dans d'autres sports, bon, par exemple, je pourrais dire Djokovic, mais je pense aussi à d'autres mecs qui parfois Verstappen, qui peut se fermer comme une huître, aussi avec la presse à certains moments. Ou Rossi, qui n'était pas le mec le plus fair-play de l'histoire aussi en moto. Surtout dans ses propos où son objectif était toujours de déstabiliser les adversaires avec la presse et par presse interposée, on va dire. C'était sa grande passion à une époque, Valentino Rossi. Johannes Beu, il n'y a jamais eu ce truc-là. C'est-à-dire qu'il a toujours été très respectueux. Enfin, j'ai pas souvenir, moi j'ai toujours trouvé très respectueux envers les adversaires. Et c'est vrai qu'il y a peu de mecs qui dominent comme ça un sport, qui sont respectables. Et c'est vrai qu'on a cette chance-là dans le biathlon. Björn Dahlem n'était pas un... Voilà, vous avez la suite de mes propos, je pense. Martin Fourcade non plus, Raphaël Poiré non plus. Il y a toujours eu beaucoup de respect quand même. Je dirais un peu moins peut-être du côté de certains Russes. Mais je pense à Neuner, aussi du côté des filles. Il y a toujours eu un profond respect. Je pense à Roy Zeland aussi, à Thierry Lecoff. Même Tendrevold, il y a toujours eu un grand respect entre les nations dans ce sport, ce qui fait que je pense beaucoup de gens aiment regarder le biathlon également. Donc Johannes Beu, il fallait réussir à résister mentalement après ces annonces. La course est pas parfaite sur le tir, mais elle est tout à fait correcte à 18 sur 20, même si aujourd'hui, encore une fois, il fallait être très très bon sur le tir. Et Johannes Beu, il fait sa course aujourd'hui. Bon, il fait un tour sur la fin, ce qui lui permet pas d'aller chercher la victoire, mais il s'accroche dans le dernier tour. Il fait tout pour mettre la pression sur ce tour-là. Je pense qu'il a montré à tout le monde que c'était pas une tournée d'adieu, qu'il y avait quand même l'objectif d'aller chercher des résultats jusqu'à la fin de saison et d'aller chercher des gros globes pour égaler ou Leonard Björn Dahlem. Quatrième, Sebastian Samuelsson. Alors, moi je commence à être un petit peu inquiet avec Samuelsson, parce que jusqu'à maintenant, le tir, ça se pensait moyennos. Le relais hier, enfin il y a 2 jours plutôt, était très bon, déjà de la part de Samuelsson. Il fait un très bon relais. Et là aujourd'hui, il arrive à enchaîner. Je trouve qu'il monte en puissance quand même, Samuelsson, notamment sur le pas de tir, qu'on retrouve un Samuelsson solide, dangereux, et qu'il ne faudra pas le négliger, notamment pour Antols, mais aussi peut-être plus pour les championnats du monde à Lanzarote 2. Donc bon, 19 sur 20. Rastor Goudief, quand il faut tirer correctement, il est toujours là. C'est pas le plus rapide sur les skis, mais sur le pas de tir, ça reste quand même aussi parmi les coureurs sur les courses à 4 tirs qui savent se transcender, qui savent sortir des bons résultats. Et puis je pense que lui, l'avantage, c'est qu'il n'était pas forcément suivi sur cette course. Donc voilà, avec Dossard 21... l'objectif était surtout de prendre du plaisir. L'objectif n'était pas vraiment d'aller chercher un résultat aujourd'hui plus que de prendre du plaisir. Je pense que ça a vraiment facilité sa course. Quentin, une erreur en trop. Voilà, à 17, c'est sûr que il y a une erreur de trop. Après, sur les skis, ça va vite en ce moment. On a retrouvé du très très grand Quentin Fillon-Maillet sur les skis. Il y a une erreur en trop. Il prend quand même la cérémonie des fleurs. Voilà, il y a une erreur en trop, mais je trouve que c'est vrai qu'à Ruhpolding, il a été très très bon sur les skis, Quentin Fillon-Maillet. Voilà, là je pense qu'il a essayé de jouer sur les tirs debout, la dernière fait mal. Bon, voilà, encore une fois, il y a une erreur en trop sur le tir debout. Strello,
Tir encore une fois canon à 19 sur 20. Les jambes moins bonnes quand même hein, du côté de Justus. Mais toujours un tir aussi rapide. Moi je l'avais mis parmi mes petits outsiders aujourd'hui pour un podium. Justus Trollo avec sa vitesse de tir. Parce que je me disais que voilà encore une fois sur Ruhpolding, la vitesse de tir très rapide ça allait aider. Bon, dommage, voilà, dommage aujourd'hui. Émilien Jacquelin, temps de ski pas dingue. J'ai l'impression que voilà, il y avait un peu de fatigue aujourd'hui du côté d'Émilien Jacquelin. Ouais, le premier debout, les 2 erreurs, mais bon, encore une fois, je pense qu'il était déjà un peu limite sur les skis. Tu vois que sur la fin, il arrive pas à en remettre, donc je pense qu'il était un peu cuit physiquement. Ce qui donne ces 2 erreurs. Ce qui est bien, c'est qu'il s'est repris sur le deuxième debout et qu'il n'a pas vendangé dans tous les sens, ce qui lui permet d'être dans le top 8 aujourd'hui, mais il en manquait sur les skis. Hornig, ouais, 18 sur 20, belle semaine, hein. Belle semaine, Hornig il avait déjà été très bon sur l'individuel. Bon, voilà, il confirme quand même aujourd'hui. Et puis Niklas Hartweg, 10e aujourd'hui avec un 17 sur 20. Là aussi, ça monte en puissance pas mal, hein. Hartweg, il faudra s'en méfier du côté de Lanzarote à domicile. Navrat, 17 sur 20, c'était pas suffisant. Et surtout, vous voyez que 17 sur 20, il finit quand même à 30 secondes de Quentin Fillon-Maillet. Donc quand je dis que Quentin Fillon-Maillet est très rapide sur le ski, c'est qu'on a quand même la confirmation là. Éric Perrault, 18. Ouais, en fait, il court dès le départ, il se retrouve un petit peu hors jeu pour la victoire. Aujourd'hui, Éric, même à 20, ça aurait été compliqué pour la gagne. Là aussi, le temps de ski, il est 12e, je crois, temps de ski. Tarier, bon, alors, déjà, Tarier, là aussi, même si c'est pas l'annonce de sa propre retraite, qui va peut-être être annoncé quand même un jour du côté de Tarier-Beu, l'annonce de la retraite de son frère, même s'il le savait, ça a dû quand même le chambouler. Puis ça a dû le chambouler de le voir autant ému aussi. Tarier, je pense qu'il doit se poser des questions depuis peut-être même le début de saison, parce que c'est vrai que il a failli revenir en IBU Cup quand même, hein, Tarier-Beu. On a failli le voir en IBU Cup. Bon, il est resté en Coupe du Monde avec une grande course, mais c'est vrai qu'il y a un moment, c'était quand même mal embarqué. Et que Tarier doit se dire, est-ce que, même si j'ai toujours la passion, je pense qu'il a lui encore la passion pour le biathlon, Tarier-Beu, il doit se poser la question de se dire, est-ce que j'ai envie de subir ma retraite, ou que ma retraite, ça soit dû à des mauvais résultats, et qu'au bout d'un moment, je me dise, j'arrête parce que je suis plus en capacité d'aller en Coupe du Monde, ou est-ce que c'est moi qui décide de ma retraite? Je pense que ça doit être sa vraie interrogation en ce moment à Tarier-Beu, de se dire, peut-être je veux être décideur de ma retraite. C'est vrai que comme disait le staff de l'équipe de France, je serais surpris que Tarier-Beu continue l'an prochain. Sans son frère, je serais quand même surpris, mais on verra. Ça serait quand même marrant l'année prochaine de se dire que on arrive sur une saison olympique. Normalement, on va se retrouver dans une situation d'année post-olympique. Ou année post-olympique, tu as souvent des concurrents qui font parfois des années de break. Tu as des concurrents qui ont pris leur retraite. Voilà, tu te retrouves dans des situations comme ça où tu n'as pas forcément la valeur référence ou les valeurs références qui sont au départ. L'an prochain, on va se retrouver comme dans une situation où, bon, la valeur référence, ça sera quand même ce tour-là, mais qui n'a pas de grand globe pour le moment. On verra s'il arrive à le choper en fin de saison. Ou Quentin Fillon-Maillet a certes le grand globe, l'a gagné, mais on peut plus vraiment dire que ça soit vraiment... En fait, quelle va être la valeur référence chez les garçons l'an prochain? Je dirais que pour le moment, on miserait sur là, mais ça va être quand même la grande interrogation. Et ce qui fait que ça va être compliqué de savoir si t'es bien, si t'es pas bien, parce que t'auras plus forcément la valeur étalon avec Johannes Beu qui était la valeur étalon. Ça va être intéressant quand même de voir comment les adversaires vont gérer également ce phénomène-là. Jacob Fack, c'est dommage, il avait fait un bon relais. Bon, il fait quand même un 17 sur 20, mais c'est vrai que ça... De toute façon, on voit que chez les garçons, les pires résultats, c'est 15 aujourd'hui. Hein, donc on voit quand même que ça a très très bien tiré. Christiansen, pas bon sur les skis parce que malgré un 20 sur 20, il fait que 16e. Donc bon,
il faisait partie de ces concurrents qui étaient là seulement sur la Mastart, mais on aurait pu se dire qu'avec un peu de fraîcheur, ça reparte avec des bonnes jambes du côté de Christiansen. Là, en ce moment, au niveau des jambes, c'est pas top. Bon. Et surtout, on voit que Tariebeu, malgré un 17, est quand même devant lui. Donc pour la place en équipe de Norvège au niveau du relais, c'est pas bon pour lui. Fabien, c'est l'un des rares qui a vendangé aujourd'hui. 15 sur 20, c'est pas suffisant sur une Mastart. Alors malgré tout, avec un 15 sur 20, il se retrouve qu'à 1 minute 25. Donc il a été très rapide sur les skis. 3e temps de ski aujourd'hui, Fabien Claude. Mais au niveau du tir, c'était pas suffisant. Ponsiluoma, bon, j'ai envie de dire c'est du récurrence chez Ponsiluoma. Une course ça passe, une autre course ça passe pas. Fabien Claude pourra dire quand même j'ai battu Martin Ponsiluoma avec le même score. Et puis Emilien Claude, 18 sur 20. Mais là encore une fois, il n'y a pas eu d'ouverture devant, donc c'était compliqué pour Emilien. Puis peut-être un petit peu de fatigue par rapport à la semaine. Il finit quand même devant Stromsheim, notamment aujourd'hui. Et puis Johannes Dalleux également 15 sur 20 aujourd'hui, donc c'est vrai que c'est pas top pour lui dans cette place pour rester en Coupe du Monde. Bon, Sweroom qui avait eu un relais catastrophique, ça n'a pas été mieux aujourd'hui pour lui. Et puis Antonin Guigona, 17 sur 20, mais bon, il a eu 30e temps de ski aujourd'hui, et comme devant ça n'a pas ouvert la porte, bon, il n'y avait pas grand chose à faire pour le concurrent français. On regarde tout de suite les temps de ski. Du côté des temps de ski, Jacomel, donc 9e temps de ski, en sachant qu'il relève quand même, sur le dernier tour, il finit et il a le temps de célébrer. 3e temps de range time aussi. Donc là, il y a des chiffres qui sont très intéressants autour de Tommaso Giacomel. Sturla, on voit quand même que sur le dernier tour, ça n'a pas été facile d'en remettre face à Johannes Bö. Mais il a joué aussi un petit peu avec le public, mais Johannes poussait bien sur la fin. Non, c'est une course à la Sturla, c'est pas le plus rapide sur le tir, c'est pas le plus rapide sur les skis, mais la fiabilité elle est là. Johannes, meilleur temps de ski. Bon. Il est parti fort, ensuite tu vois qu'ensuite il a beaucoup couru derrière à cause de son erreur d'entrée. Et puis, aujourd'hui, une belle course. Samuelsson, aussi, quand je disais qu'il monte en puissance, 5e temps de ski aujourd'hui. Alors, tir un petit peu lent, pour Samuelsson. Mais encore une fois, on est sur un pas de tir qui est quand même particulier. Rastorgouliev, quand il faut tirer vite, il est là. Le temps de ski n'est pas dégueulasse non plus, 31 secondes. Quentin, comme je disais, très rapide sur les skis aujourd'hui. Ce qui manquait, c'était la fiabilité au tir. Voilà, il y a une erreur en trop pour moi. À 18 c'était bien, et à 17 c'est moyen, sur le pas de tir. Strello, temps de ski comme je disais pas fou, 17e seulement, et vous voyez que c'est assez régulier sur les tours. Par contre le tir, meilleur temps de tir, par contre range time moins bon, donc là il y a un truc à travailler sur le range time, vous voyez que le range time sur ces tirs debout est pas bon, parce qu'il perd 6 secondes sur le premier tir debout, 8 secondes sur le deuxième. Si on regarde par rapport à son temps de tir, ça veut dire 3 secondes de perdu sur installation sortie de pas de tir, et de l'autre côté c'est également quasiment 3 secondes. Donc là il y a un truc à travailler sur son positionnement sur le debout. Emilien, je disais, temps de ski pas bon aujourd'hui, en difficulté quand même un petit peu, même si il a un peu relevé sur la fin. Par contre le temps de tir était très bon. Ornik 14e, pas mal. Hardweg 10e temps de ski, le Suisse, donc là aussi ça monte en puissance, meilleur temps du dernier tour. Eric Perrault, moyen sur le temps de ski, le temps de tir, le range time trop lent aujourd'hui dans cette sortie, entrée-sortie pas de tir. Tarier, sur les skis, 7e temps, je dirais que c'est pas catastrophique, c'est même mieux que ce qu'il a fait ces derniers temps. Par contre là le range time est pas bon, parce que le temps de tir est très long aujourd'hui, donc il a eu du mal à sortir ses balles. Christiansen, temps de ski pas suffisant, 24e, et puis vous voyez que la perte de temps c'est de pire en pire au fur et à mesure des tours. 13e du premier tour, 16e, 21e, 27, 28 sur les 2 derniers tours, donc on voit qu'il y a en plus
voilà, sur les longues courses, ça a été compliqué. Fabien Claude, c'est dommage, très bon temps de ski. Le tir, il a vendangé. Poncilioma, sur les skis, voilà, il a relâché un peu sur la fin. Enfin, le dernier tour, non, il a même pas relâché. C'est juste qu'il était peut-être un peu moins bien. Voilà, et puis Emilien Claude. Aujourd'hui, bah oui, et là, il en manquait un petit peu pour pouvoir rivaliser sur cette épreuve. Mais il s'attendait peut-être pas à faire la Mastart aussi. Donc, et il fait un temps qui est quand même similaire à Stromsheim. Aujourd'hui, et puis Johannes Dalle, bah, le temps de ski, il a bien relevé sur la fin, et Swerum 25, donc ouais, les 2 derniers tours de Swerum, ouais, même la course est pas bonne sur les skis, à part le premier tour, ensuite c'est quand même un peu la cata. Et puis Antonin Guigona, bah, 30e aujourd'hui, donc c'était pas suffisant pour aller chercher un résultat sur cette épreuve. On passe à la course des filles, et la course des filles, eh bien, ouais, Elvira, plus que parfait. Non, mais, ouais, en fait, je le dis, hein, mais Elvira, Justine, sont des filles qui peuvent se contenter même d'un 18 sur 20 sur une course à 4 tirs. L'homme pitch aussi, ça peut passer. Le problème, c'est que bah, elles sont pas toujours en capacité de faire ça. Et le jour où elles sont en capacité, en moins bonne performance sur le tir, de faire 18 sur 20, ce qui est en fait ce que fait Johannes Beu, hein, sur ces années de meilleurs résultats, en fait, c'est moins bonne performance sur le tir, c'est 18 sur 20, ou 17. Mais aujourd'hui, à 18, tu sais très bien qu'Elvira, elle est en capacité d'aller chercher la gagne. Même si aujourd'hui, 18 n'aurait pas suffi, parce que Preuss, ça joue quand même à pas grand chose. Tu regardes que sur le temps de ski, il y a 2-3 secondes d'écart entre Preuss et Elvira Heuberg. Hein. Mais aujourd'hui, elle n'a pas laissé l'ouverture. Elle avait le regard de tueuse aujourd'hui, Elvira Heuberg, parce que bah, s'est plantée hier. Et elle l'avait là. Je pense Elvira Heuberg, parce que son relais, il était pas bon. Elle le sait. Et je pense qu'elle était très énervée contre elle-même. Et je pense qu'elle a dû se dire dans sa tête qu'elle avait un peu planté l'équipe. Et aujourd'hui, elle voulait faire on peut dire qu'elle voulait faire du sale sur la piste, mais en fait, faire du sale, c'est-à-dire faire les gros résultats. Faire le grand temps de ski, faire la grosse course. J'espère qu'elle se servira de cette épreuve comme référence. Parce que, ouais, là, c'est du grand biathlon qu'elle a réalisé aujourd'hui. Je trouve que notamment du côté de la chaîne L'équipe, pour avoir regardé un petit peu la vidéo d'après-course, on en a quand même quasiment pas parlé d'Elvira Heuberg. Mais aujourd'hui, Elvira Heuberg, elle fait du très grand ski de fond. Je la voyais sur la piste à des moments, mais il y a une puissance. Enfin, elle est puissante déjà en temps normal, mais je trouve que là, en ce moment, elle est en forme. C'est-à-dire que la puissance qu'elle dégage sur les skis en ce moment, c'est costaud. Et c'est surtout impressionnant, c'est que moi j'ai toujours trouvé qu'Elvira Heuberg commençait très fort en décembre et sombrait en janvier. Et oui, elle avait quand même souvent tendance à avoir des résultats en janvier qui descendaient et à faire des championnats du monde pas exceptionnels. Bah là, c'est un peu tout l'inverse. Je dirais que décembre c'était bien, mais bon, c'était pas non plus au-dessus du lot, surtout fin décembre. Et je trouve que bah, là, à Ruhpolding, c'était très solide sur les courses en individuel. Donc bravo Elvira Heuberg, bravo. Très belle course aujourd'hui. Et là encore, aujourd'hui, il fallait être très bon sur le tir. Hein. Tu t'aperçois que, à part Anna Heuberg, qui montre qu'elle est en forme sur les skis, et Lampitch, derrière, voilà, il fallait être aux avant-postes. Mais Elvira elle n'a pas ouvert la porte, quoi. Et pourtant, tu vois que Preuss à 20, elle menace énormément Elvira Heuberg. Hein. Parce que aussi les deux ont fait un dernier grand tour, et c'est vrai qu'Elvira a pu se relever sur la fin, mais tu t'aperçois quand même que Preuss, il n'y avait pas grand chose d'écart par rapport à Elvira. Hein. Même si elle s'est relevée sur la fin, et Preuss, bah. Championne quand même, parce qu'elle a été gratter les points jusqu'au bout. Elle aurait pu se dire, bon, je me contente de finir, on va dire, 3e ou 4e, parce que je sais que Lou Jean Monod, elle est derrière, c'est bon, je lui reprends des points. Non, elle va aller chercher la deuxième place, elle va chercher les 5, 6, 7 points supplémentaires. Voilà, elle y va jusqu'au bout,
du côté de Preuss, donc bravo Franziska Preuss, aussi parce qu'elle est à domicile, mais elle est vraiment allée jusqu'au bout. Il y a eu une belle bagarre avec Jeanne Richard dans le dernier tour. C'est vrai que le trio, même parce que Minkinen, à un moment, j'ai eu peur de me dire que ça allait être Minkinen qui allait revenir, qui allait prendre la troisième place à Jeanne, mais c'est vrai que Preuss, Jeanne Richard, Dorothea Virer, elles ont quand même fait une sacrée course un sacré dernier tour. Ça a été vraiment, si vous n'avez pas vu la course, je vous invite à la regarder parce que c'était vraiment enfin les deux courses c'était du bon biathlon déjà, et le dernier tour entre les trois, avec Jeanne Richard qui essaye de faire l'intérieur, qui fait l'intérieur à Preuss, qui essaye qui essaye jusqu'au maximum, mais Preuss qui arrive à s'en sortir, Preuss qui met une minace à un moment dans la bosse, mais Jeanne Richard qui arrive à s'accrocher, Virer qui est au bout, mais vraiment au bout. Non, ça a été une belle course. Donc Preuss, deuxième. Jeanne, elle était passée tellement proche à Annecy, le Grand Bornand, et ça aurait été terrible à la fin de l'année qu'on ne retienne que ça, on va dire, comme de sa saison. Que déjà, je suis content qu'elle monte sur le podium, mais je suis content en plus parce que ça fait depuis quelques courses quand même qu'elle fait vraiment du très très bon biathlon. Et qu'elle enchaîne quand même les performances extrêmement solides. De toute manière, son placement en Coupe du Monde, voilà, hein, elle est placée en Coupe du Monde pour le moment, Jeanne. Et elle enchaîne vraiment les très très gros résultats. Et aujourd'hui, 20 sur 20. Mais bon, Jeanne, déjà, comme Lou, la fiabilité sur le tir couché, qui lui permet en fait de jouer sur le debout. Elle peut jouer sur le debout parce qu'elle a ce coucher aujourd'hui où elle est intraitable sur ce coucher. Et Jeanne, non, elle a été encore solide aujourd'hui, mais quand tu regardes, ça fait quand même depuis Annecy le Grand Bornand, où c'est quand même du très très bon biathlon qu'elle réalise. Et avec une grande régularité, en plus. Donc ouais. Là c'est quand même bien. Et bon, le relais, ça va être intéressant de savoir qui va être à quelle place. Parce que moi je prendrais Jeanne Richard à la place d'Océane Michelon. Mais on peut se dire aussi qu'il faudra quand même pas que à la fois Julia ou à la fois Justine se plantent complètement sur les premières courses du côté de Lanzerheide 2, parce que Océane, si elle fait des belles perfs à Lanzerheide 2, imaginons, ça peut inverser, on va dire, cette tendance-là. Moi, je prendrais aujourd'hui Lou, Jeanne Richard, Justine et Julia pour le dernier tour. Moi, c'est le relais que je prendrais aujourd'hui à Lanzerheide 2. Mais parce que Jeanne a un peu plus d'expérience qu'Océane dans le relais, mais tu t'aperçois quand même que Océane fait encore une belle course aujourd'hui et que tout n'est pas joué quand même, hein. Il va pas falloir c'est-à-dire qu'il va pas falloir trop se regarder, il va falloir quand même retrouver son tir à un moment pour Julia et pour Justine, parce que derrière ça pousse. On n'est plus dans la situation qu'on a connue il y a 10 ans, voire même un peu moins de 10 ans, où en IBU Cup, déjà on n'emmenait pas toujours des équipes complètes, et où en IBU Cup, on n'avait pas une densité qu'on a aujourd'hui. Donc forcément, et on n'avait pas la densité non plus en Coupe du Monde qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on avait 1, 2, 3 filles qui arrivaient à performer, il y a plus d'une dizaine d'années. Derrière, c'était plus compliqué pour obtenir des résultats. Là, aujourd'hui, tu sais déjà que les 6 peuvent aller chercher des résultats en Coupe du Monde. Mais qu'en plus, t'en as quand même une qui a fait podium cette année en Coupe du Monde, qui est en IBU Cup, Sophie Chevaux, et que t'as une pépite derrière, qui a 19 ans, et qui est capable d'aller vite aussi sur les skis. Donc ça commence à être difficile, et même pour les places sur le relais vont commencer à devenir chères. Parce que
oui, je disais en début d'année, il y a 3 indéboulonnables. Pour moi, c'était Lou, Justine et Julia. Quand je disais indéboulonnable, c'est indéboulonnable. Pour moi, je ne les voyais pas descendre en IBU Cup. En début de saison, pour moi, je ne les voyais pas non plus sortir du relais. Mais aujourd'hui, je me pose de plus en plus de questions. Quand tu vois les courses que sont capables de faire Jeanne Richard et Océane Michelon et la régularité dans les résultats que sont capables d'avoir les deux. Donc il va pas falloir trop se planter à On the Ride 2 quand même. Hein. Et à Antol, ça serait bien de retrouver du tir sur les courses en individuel. Ce qui est intéressant quand même pour Justine et Julia, c'est leur relais d'hier. Ça c'est clair et net, c'est intéressant. Donc ça va peser beaucoup dans la balance. Mais va falloir quand même retrouver le tir. Parce que voilà, aujourd'hui c'est le vrai problème. Dorothée Avireur, pour moi en fin de course à la Dorothée Avireur, c'est marrant parce que Giacomel, bon, sur la semaine c'est pas exceptionnel, et il finit en trombe avec cette victoire, mais Vireur sur les autres courses, alors elle avait fait un très bon relais hier. C'est passé inaperçu parce que le relais italien a été catastrophique, mais c'est vrai que Vireur avait fait un bon relais sur le tir. Par contre, le temps de ski, je rappelle hier, c'est 11e ou 12e temps de ski de son relais. Là, aujourd'hui, le relais, sur la course, le temps de ski est là, pour Vireur. Donc ça, c'est intéressant. Elle a du mal à finir dans le dernier tour, mais... Parce que j'ai eu un petit rototo, mais avant, c'est quand même très intéressant. Donc voilà, il y a du mieux. J'espère qu'elle va le confirmer à domicile. Elle fait ce résultat-là aussi au bon moment, juste avant Antols. Parce que je pense que ça devait commencer à jaser aussi du côté de la presse italienne. Mais non, bien Dorothée Avireur. Bien, aujourd'hui. Minkinen, là aussi, une régularité quand même cette année, Minkinen. Parce que en podium, elle en a cette année. En individuel. Non, hein, j'ai bien confirmé. Si, à Conciolati, le sprint. C'est son seul podium. Et pourtant, elle est 5e de la Coupe du Monde. Regardez dans ses résultats, son pire résultat, c'est à Annecy, où elle fait 18 du sprint et 23 de la poursuite. Mais sinon, c'est entre 5 et 10, quasiment. Allez, Orphidzone, c'était 11 et 14, mais allez, on va dire entre 5 et 15, quoi. Mais tous ces résultats, c'est entre 5 et 15. C'est impressionnant, hein. Et là, il y a Annecy, déjà 5e de la Mastart, là, refait 5e. Sur la Mastart de Conciolati, elle était 11, donc c'est vraiment un format qui lui convient bien. Et en fin de championnat du monde, quand tout le monde a un petit peu cramé, notamment par ces cérémonies de médailles, à l'arrivée des courses, ça pourrait être une fille très très dangereuse. Et puis Anna Heuberg, elle monte en puissance. Anna Heuberg, j'en parle depuis plusieurs jours. Confirmation, parce qu'avec un 17 sur 20, elle arrive quand même à finir 6e. Elle bat Knoten, elle bat Océane Michelon qui pourtant font 2 erreurs de moins. Elle bat Lou Jean Monod qui pourtant fait 1 erreur de moins. Voilà, et elle est aussi rapide quasiment sur les skis que Lampic, parce que Lampic est 25 secondes derrière, en sachant que Lampic a 1 erreur en plus. Donc l'erreur en plus, c'est les 25 secondes. Donc on voit que c'est du très très gros Anna Heuberg. Faut mettre le tir en place. C'est un peu le problème pour le moment. Le tir n'est pas encore bien en place. Mais il faudra se méfier parce que elle arrive avec plus de fraîcheur. Ça c'est clair et net. Suite à ses contre-performances de décembre, la pause qu'elle a fait, ça lui a fait du bien. Et elle arrive avec de la fraîcheur physique et mentale. Depuis les rendez-vous ici, et ça a fait la différence. Knoten, pas de mauvaise semaine de Knoten. C'est vrai que j'avais trouvé un petit peu décevante depuis quelques courses. Là, je trouve qu'à Ruhpolding, ça a été pas mal. Océane Michelon,
Là aussi, une grande régularité, hein, encore dans le top 10. Et puis Lou. Ouais, le dernier debout fait un peu mal. Les deux erreurs de Lou, mais je pense qu'elle savait qu'elle était limite sur les skis aujourd'hui, Lou, et je pense qu'elle a peut-être entendu aussi, hein, parce que vous entendez les balles quand elles sont à côté ou pas à côté. Preuss tirait très vite. Elvira Heuberg avait aussi une grosse cadence de tir. Et Elvira, elle a vu, je pense, les 5 cibles blanchies. Donc elle s'est dit, bon, bah déjà la première place, c'est mort. Et je pense qu'elle était dans le groupe avec Preuss, qu'elle a dû entendre Preuss, qu'elle a dû entendre également un petit peu tout ça, qu'elle a peut-être vu également. Enfin, ouais, je pense qu'elle s'est ratée sur le dernier tir parce qu'il y avait. Elle était devant, il y avait Preuss et il y avait aussi Jeanne Richard et tout ce petit groupe-là. Jeanne faisait un gros tir. Preuss, bah, elle avait la pression derrière de Preuss. Et on voit quand même que, comme Eric, le fait d'avoir pas couru le relais, ça n'a pas forcément été bénéfique pour eux. Ça les a un peu coupés dans leur enchaînement de courses. Et moi, je suis pas forcément pour. Moi, je pense que si tu veux refaire de la fraîcheur physique et mentale, il faut mieux ne pas se rendre sur un site de compétition, c'est-à-dire faire une impasse complète sur les 3-4 jours de compétition, plutôt que de faire une impasse sur un relais. Je trouve que faire une impasse sur un relais, ça casse le rythme. Je trouve que c'est rarement bénéfique en fait. Bon, alors là, ça a permis de tester pour la beauté, de tester Océane, ce qui n'aurait peut-être pas été le cas. Voilà, s'il y avait eu Lou, mais faire une impasse comme ça dans la semaine, je pense qu'on perd de l'énergie à regarder les courses, à être à l'hôtel. Voilà, je suis pas sûr que ça soit l'idée du siècle. Voilà, tout simplement. Lampitch derrière, Kerkay 2, à 18 sur 20. Elle monte aussi en puissance dans les résultats. C'est un peu comme Célina Grossian. C'est des filles qui sont maintenant très solides, je trouve, au niveau du tir. Donc cette nouvelle génération-là qui commence à être costaud. Et puis Maya Clotens, très belle course de la Belge, hein, 19 sur 20 aujourd'hui, 13e, pardon, bah c'est pas mal du côté de Maya. Et puis Amy Bazerga, encore une belle course au niveau du tir, à 19 sur 20. Si on redescend un petit peu, les Nike Rose 18, mais avec un temps de ski qui devait pas être exceptionnel. Scottheim, bon, elle fait 20e, mais elle aussi, elle s'attendait pas forcément à faire cette course. Lotelli, 17 sur 20. Et puis, bon, bah, on va finir avec la cata au tir du côté de Julia et de Justine. Ouais, bah 8 sur 8 erreurs pour Justine, 7 pour Julia. Bon, voilà, hein, on va pas applaudir aujourd'hui. Hein. Moi, c'est terrible parce que moi je pensais qu'hier elles avaient trouvé la solution au niveau du tir. Les deux font un super relais. Et tu t'aperçois que bah, d'un jour à l'autre, elles n'arrivent pas à stabiliser ce tir vraiment. Alors Justine, je pense que les 2 balles sur le coucher, voilà, ça a été difficile à gérer pour elle, mais le score sur le coucher est catastrophique pour Justine. Bon voilà, hein, 4 sur 10, c'est sûr que ça fait mal. Bon, Julia, c'est pas beaucoup mieux, hein, c'est 6 sur 10, hein, donc c'est pas bon non plus. Là, c'est la même cata pour les deux. C'est vrai que jusqu'à maintenant, j'ai plutôt défendu Julia en disant je trouvais que le contenu de ses courses était meilleur que celui de Justine. Bon, voilà, aujourd'hui, c'est la même cata d'un côté que de l'autre. Mais ce qui est terrible, c'est qu'on pensait hier qu'elles avaient retrouvé la solution. Grâce aussi aux circonstances de course, du fait de partir un petit peu derrière, ça les avait aidés. Mais je m'étais dit, bon, bah là, c'est reparti, on a retrouvé. Enfin voilà, elles vont réussir à se remettre dedans. Et puis bah, dès le lendemain, on a l'impression que le relais est complètement oublié, que tout est cassé et que ça marche de nouveau plus et qu'on est reparti pour encore peut-être une semaine de galère à Antols. De toute manière, maintenant, certains disaient est-ce qu'il ne faut pas
les sortir du groupe ou les reposer, c'est trop tard maintenant. Tu pouvais le faire à Ruhpolding, tu peux pas le faire à Antols, vu que on est encore une fois sur une pré-olympique, quasiment, qu'on est en altitude et que les championnats du monde auront lieu sur une altitude à 1002, je crois, Lanzarote 2, et Antols ça doit être 1005 ou 1006. Donc tu peux plus, c'est trop tard. Moi j'espère qu'à Antols, avec l'altitude, une Justine qui fait un 17 sur 20, ça passera. Ça fera des gros résultats, donc j'espère que ce qui lui permettra de retrouver un petit peu de solutions. Bon, Julia, il y a aussi les temps de ski qui sont pas très bons, hein. Depuis quelques jours, donc je pense, bon, elle l'a dit en interview, mais c'est ce qui fait que le tir est moyen aussi, mais là c'est compliqué parce que je pense que hier elles se sont dit ça y est, on a le bout du tunnel, on a retrouvé les solutions, on sait de nouveau comment faire, et que dès le lendemain, c'est pas un 17 sur 20 en plus, c'est voilà, des scores cata. Ça, encore un 17 sur 20, tu fais 8ème de la course, bah voilà, je dis un peu comme Quentin, il y a une erreur en trop. Non, là c'est des scores cata. Je veux pas les défoncer plus que ça. Mais voilà, on reste toujours un petit peu dans la même situation et ouais, ça commence à être très inquiétant, quoi. Enfin, c'était déjà pas hyper. Enfin, c'était déjà inquiétant. Et en fait, le relais, malgré le relais, on n'est pas plus rassuré. En fait, on n'est pas plus rassuré ce dimanche qu'on ne l'était il y a une semaine. C'est-à-dire j'ai toujours le même doute pour Justine. Et je dirais que pour Julia, les doutes, là, ce soir, ont même augmenté. Alors, est-ce qu'il y a eu un problème avec qu'elles n'ont pas vu une masse d'air ? Bon, je me dis quand même, ce sont des sportifs d'expérience, pas voir une masse d'air. Parce que là, à un moment, il disait il y a eu un problème avec la carabine. Ouais, mais non, parce que s'il y avait eu un problème avec la carabine pour Justine, elle fait pas 8 sur 10 sur le debout derrière. Donc, est-ce qu'elle s'est fait avoir par une masse d'air ? C'est vrai que Justine, vu qu'elle fait 2 erreurs sur le premier coucher, elle se retrouve pas positionnée comme d'habitude, pas du tout positionnée comme à son tir de réglage pour le tir, pour le deuxième tir couché. Donc est-ce que c'est cette modification de position sur le pas de tir qu'elle n'a pas réussi à s'adapter ? C'est quand même très bizarre, c'est qu'elle fait 1, 2, 3 erreurs. Elle fait une pause vraiment dans son tir. Elle se reprend, la 4 est encore en erreur, et c'est que la dernière qui passe. Et du côté de Julia, oui, est-ce que c'est lié aussi à ce problème, à ce positionnement sur le pas de tir qui a été décalé et qui a fait que le tir a été moins bon ? Mais encore une fois, ce sont normalement des sportifs d'expérience, donc c'est peut-être le genre d'erreur à pas commettre quand même. Mais là, aujourd'hui, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible pour les deux. J'espère qu'elles vont pas s'enfoncer mentalement, quoi. Qu'elles vont pas sombrer définitivement. Et j'espère qu'elles vont réussir à redémarrer à Antols. Mais c'est loin d'être assuré, cette affaire-là, quand même. Bon, les temps de ski. Elvira, 4e temps de ski, mais vous voyez qu'elle se relève quand même pas mal sur le dernier tour. Mais c'était pas le meilleur temps aussi aujourd'hui. Et vous voyez que le tir, elle fait un tir qui est pas hyper rapide, qui est GA dans sa moyenne, hein. Elvira. Franziska Preuss, c'est surprenant parce que j'avais une impression sur les skis par rapport à sa course bien meilleure que son temps au final. Alors, il n'est pas catastrophique son temps, mais c'est vrai que par rapport aux performances qu'elle a fait les derniers jours, j'avais une impression aujourd'hui sur les skis qu'elle était vraiment en forme dans les derniers tours. Et en fait, quand tu regardes bien, les derniers tours sont pas si dingues que ça. Alors, c'est vrai qu'il y a eu la bagarre, encore une fois, donc elles se sont mis des mines, donc forcément, ça nuit un petit peu au temps de course. Mais tu sens que elle n'était pas au-dessus au final sur les skis.
Ce qui est marrant. Par contre, comme en fait la différence, se fait sur le temps de tir avec Elvira. Parce que je pensais que le temps de ski était beaucoup plus proche, mais en fait, il y a quand même 10 secondes d'écart entre Elvira et Preuss. Par contre, tu as aussi 10 secondes quasiment sur le Rheinstein. Donc en fait, c'est vraiment ce temps de tir qui permet à Franziska Preuss en ce moment de faire des grosses perfs parce que sur le tir, aujourd'hui, elle va plus vite que les autres. Voilà, elle arrive à enchaîner les performances sur le tir. Jeanne, 11e sur le temps de ski. Bon, c'était pas la meilleure aujourd'hui, mais un 20 sur 20. Voilà, donc ça fait la différence. Dorothée Avirard, bien mieux qu'hier. 8e temps de ski. Alors elle s'écrase quand même dans le dernier tour, ce qui est, on va dire, un petit peu une ritournelle cette saison du côté de Dorothée Avirard, ce qui est une habitude qu'elle ait du mal à finir. Mais encore, c'est pas catastrophique par rapport à Jeanne Richard non plus. C'est sûr que c'est un peu moins bien que Minkinen, mais Minkinen a fait un début de dernier tour canon. Et puis, ça reste solide. Minkinen, très bon temps de ski 10e. Et toujours cette fiabilité au tir depuis le début de saison. Donc, c'est ce qui lui permet d'enchaîner les performances. Anna Heuberg, 2e temps de ski. Vraiment, elle est très rapide en ce moment sur les skis. Et le tir, rapide, engagé, ça passe pas, mais il y a de l'engagement avec ce 17 sur 20. Knoten, mieux sur les skis, 12e. Michelon, très bien, 6e temps de ski. Très très bien, avec un dernier tour canon. Du côté d'Océane. Lou, j'avais pas l'impression qu'elle était si bien que ça sur les skis, et pourtant les 3e temps. Donc comme quoi je me suis fait avoir avec l'impression visuelle. Parce que j'avais pas une impression qu'elle était si bien que ça sur les skis, Lou, mais non, elle a fait une belle course. Même si sur le dernier tour, elle perd un peu. Elle perd un peu aussi parce qu'elle se relève, Lou, tout simplement. Parce qu'elle n'avait rien à gagner. En fait, elle n'a pas réussi à aller chercher au San Michelon, donc voilà, elle a un peu freiné sur la fin. Puis elle finit devant Lampic, meilleur temps de ski, Lampic, du tour 2, 3, 4, 5. Il n'y a que le premier tour, elle n'est pas meilleur temps de ski, mais je rappelle que le premier tour, elle part avec le dossard 19, donc elle a beaucoup de monde à dépasser. Kirkaido très bien, Grossian également, les deux dans le top 10, et on redescend un petit peu dans le classement pour Justine et Julia. Justine, 27e temps de ski, vous comprenez bien qu'elle a compris assez vite que la course allait être compliquée. Et dès le deuxième tour, en fait, c'est difficile sur les skis. Alors peut-être, là aussi, on sent qu'elle sort de sa course. Parce que premier tour 6,02, donc 4e temps de ski. Et dès qu'elle fait 2 erreurs, je pense qu'elle est vraiment sortie de sa course, après derrière. Aussi peut-être, mentalement. Et Julia, 17e temps. Bon, on s'aperçoit quand même que là aussi elle sort de sa course au bout du 3e tour parce que sur les 2 premiers tours elle est dans le top 10, donc là aussi les fautes ont joué sur son temps de course. Temps de tir hyper rapide, mais temps de tir où elle vendange, voilà, là ça n'a pas fonctionné aujourd'hui. Et Justine, pourtant elle a tiré plus lentement, même sur les premiers, parce qu'elle est sur le coucher, elle a tiré plutôt lentement. Donc, est-ce que, encore une fois, je disais que c'est plutôt quand elle a un tir engagé qu'elle pense pas à grand chose et qu'il faut qu'elle accélère cette cadence de tir? Est-ce que c'est pas d'avoir tiré trop lentement qui l'a fait rater des balles? Ça, c'est aussi une question qu'on peut se poser. Bon. Pourquoi je voulais vous montrer le Data Center aujourd'hui? Parce qu'il n'y avait pas de course en IBU Cup. Il n'y avait pas de course non plus aux Jeux universitaires. Mais par contre, je voulais vous montrer un truc. Aujourd'hui, il y avait le 10 km junior. Première fois de l'histoire, Sletemark, un concurrent du Groenland, a gagné cette épreuve. Devant Tenmayer, qui doit être le frère de la Tenmayer qui est chez les filles. Et par contre, les Français, je ne sais même pas s'il y avait des Français, parce que c'est vrai qu'on n'en voit plus d'équipe junior normalement.
Oui, voilà, il n'y avait pas de français. Dans cette EBE Junior Cup, on n'en voit pas toujours. Hein. Donc voilà, du côté des résultats. Et puis sur le 7, c'est une Italienne qui s'avance Carpella avec un sans faute devant Sever, une Slovène, et Debourg, une Allemande, sur cette épreuve. Il y aura les championnats d'Europe la semaine prochaine, ça commence dès demain en fait, enfin dès le 22 janvier pour les championnats du monde d'Europe junior, et les championnats du monde, là ça sera fin février du côté d'Östersund, et là ça sera à Altenberg. Voilà, c'est championnat d'Europe. Et nous donc pour l'IBU Cup, bah, ça sera les championnats d'Europe le 26 janvier, donc pas tout de suite. Et pour les championnats du monde, enfin pour la Coupe du Monde, pardon, eh bien on ira à Antholz, ça sera le 23 janvier avec le sprint, puis la poursuite et les relais, en sachant qu'il y aura un sprint, un relais, enfin une poursuite, un relais à chaque fois sur les après-midi de samedi et de dimanche prochain. Voilà, donc le programme avant le biathlon, il y aura une pause de 2 semaines avant les championnats du monde à Lanzerheide 2, ce qui est assez habituel. On regarde un petit peu le classement général. Franziska Preuss donc en tête chez les filles, devant Lou Jean Monod et Elvira Heuberg. On est à la mi-saison. Donc on voit que il y a quand même quasiment 150 points d'avance pour Preuss sur Jean Monod. Il y a 142 précisément. Elvira Heuberg est toujours assez proche de Lou. Et puis Minkinen qui commence à faire sa petite place 4e. Mais Jeanne Richard est pas loin. Et Jeanne Richard désormais 5e, avec Julia Simon 6, Océane Michelon 7 et Justine 8 désormais du côté de la Coupe du Monde. Célina Grossian est 9, devant Kierkeide et Voigt, Alvarsson, Vireur qui remonte, Knoten, Elisa, Teresa, Hauser. Et au final, avec tout ça, Sophie Chauveau est toujours 31e. Hein. Elle est juste dépassée par Anna Heuberg. Hein. Donc il y a toujours des filles qui sont pourtant là depuis le début de saison et qui n'arrivent pas à la devancer. Du côté des garçons, eh bien Johannes Beu en tête, mais avec une avance qui n'est pas si énorme que ça par rapport à ce tour-là. Il y a 38 points d'écart entre les deux. Mylien Jacquelin est 3e, juste devant Eric Perrault, mais il va falloir faire attention au retour de Sébastien Samuelsson. Swerum 6 devant Quentin Fillon-Maillet, Fabien Claude 8e devant Tariebeu, Navrat, Giacomel qui remonte en bordure de top 10, et puis Antonin Guigona 23, Emilien Claude désormais dans le top 30, 26e de ce classement. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Meilleure Production. Ciao, ciao!